Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est samedi et oui, on fait des lives même le week-end. On ne s'arrête plus. Voilà. Comme vous me l'avez gentiment suggéré, demandé, voilà, je continue les lives. Et aujourd'hui, j'invite Manon Bril. Oui, c'est un pseudo qui a une chaîne YouTube. C'est une autre histoire. Qu'elle a ouverte en 2015 et qui est vraiment intéressante. Et elle est là, salut! Ça va? Oui, ça va et toi? Très bien, Tu m'entends bien? très bien. Je te vois bien, je Ok. t'entends bien, c'est parfait. On est là pour apprendre plein de choses. Alors, le concept de ces lives, il y a deux concepts, c'est good vibes, d'où les petits cœurs partout, et Yes. d'inviter des gens de qualité, comme tu es, qui ont des Merci. choses à nous dire. Voilà. Désolée, je suis en train de te caler parce que je suis branchée en même temps. Ça bouge. Attends, je vais y arriver. Cale-toi. On a un cadre insolite derrière. Il n'y a pas Ah, d'objet c'est encombrant en fou. évidence. Tout est nickel. Attends, je vais y arriver. Là, on est bien. Voilà. C'est bon. Ok. Ça va? Oui, ça va et toi? Écoute, on s'est vu pour la dernière fois au Frames Festival. Oui. Ouais, On a c'est bu vrai. un petit godet ensemble. Ouais. Et ça fait un moment que moi, je suis ta chaîne, que je trouve vraiment hyper intéressante. Bon, tous ceux Merci. qui connaissent pas, allez la voir, c'est une autre histoire. Elle parle de plein de sujets, d'histoire, de mythologie. En plus, c'est quoi? C'est tout, une fois par semaine, tu fais un épisode animé? Une fois par mois. À part Une fois moi. par mois. Et d'ailleurs, je suis présentement chez ma dessinatrice adorée, Limlu. Voilà. Ah, bah bravo, les dessins sont excellents. J'adore. Ouais, j'adore, vraiment. Donc, allez voir ça. À chaque fois, il y a plein de petites histoires. En plus, tu fais doubler par des copains, souvent. Ouais, carrément. Donc, bah, si tu as besoin de moi un jour, j'ai un micro. Je suis là, T'inquiète. j'adore. Carrément. Et j'adore, ouais, tu as plein de sujets. Tu passes de l'archéologie à la mythologie, aux comptines pour enfants. On verra ça peut-être tout à l'heure. Et là, tu as un nouveau thème que tu as bossé pour nous. Alors, désolée, en fait, c'est une vidéo qui est en préparation. C'est pas tout à fait pour vous, mais du coup, je t'ai proposé le sujet. Sorry. Mais Ça me va. en fait, c'est une collab que je prépare et qui va sortir dans le mois, dans peut-être 10 jours, un truc comme ça, avec un créatif. Je sais pas si tu vois cette chaîne, une Oui, chaîne qui parle de marketing. ouais. Voilà. Et donc, on prépare un sujet ensemble sur pourquoi on s'est mis à bronzer à un moment donné, alors que pendant très longtemps, et jusqu'à il y a pas très longtemps, il fallait surtout pas bronzer dans les codes esthétiques. Et comme c'est vachement lié aussi à la vente de produits pour te faire bronzer et pour avoir envie d'eux, et c'est une imbrication subtile, Ouais. de ce que tu as envie, enfin tu vois, un truc qui répond à la demande et qui en même temps l'entretient et tout, du coup c'est une collab parfaite avec lui. Donc ça va arriver bientôt sur la chaîne. On est en train de préparer ça. On n'a pas encore tourné nos trucs et tout, mais ça arrive bientôt. Mais néanmoins, j'ai rassemblé toutes mes infos. C'est pour ça que je t'ai proposé ce sujet parce que il était tout frais dans ma tête et tout. Voilà. En plus, il est hyper intéressant. Pourquoi tu mettrais pas. Ça résonne un peu chez toi, il paraît. Ouais, ça résonne un peu. Est-ce que Ah, tu as un casque par hasard, peut-être quelque chose qui pourrait atténuer un alors, tout petit peu le bruit? Bon, j'ai un. après, c'est des petits détails. Moi aussi, Bah je si, le c'est mettrais chiant. bien. Ouais. Attends. Est-ce que c'est pas lié au fait que. Est-ce que ça résonne toujours là? Hum, je sais pas, mais en tout cas, je le mets. Les gens, ça résonne toujours? Ah, je trouve ça mieux là. Ouais, je trouve ça beaucoup En mieux. fait, ok, je sais. C'est parce que je t'avais posé sur un truc et ça fait résonner dans le. Donc, je Bah vais te écoute, tenir la main, n'est-ce pas? Parce que j'ai peur que mon casque il prenne pas le son comme il faut. Bon, bref. Si là d'accord. c'est bon pour vous, Pour moi, c'est parfait. Ça vous ok. va? Est-ce que vous aimez le sujet? En même temps, si vous l'aimez pas, c'est un peu tard parce qu'on a décidé de parler de ça. Mais Oui. c'était juste pour être poli. Non, moi, ça m'intéresse grandement de savoir. Alors, j'ai ma petite idée sur le sujet sans m'être trop renseignée. Mais voilà, je vais essayer de rebondir sur mes idées reçues par rapport à ça. En fait, on bronze depuis quand? Quoi? Après, moi, je dirais quand on a commencé à avoir des congés payés, des vacances. Alors très intéressant que tu te dises ça parce que en gros, euh,
pour travailler sur ça, je me suis basée sur une publication d'un historien qui a fait une petite histoire du bronzage. Ça s'appelle L'invention du bronzage, son ouvrage. Et lui, il s'appelle Pascal Orly. Et en fait, il explique que justement, dans les représentations, dans l'opinion commune, quand on se dit à partir de quand on s'est mis à bronzer, bah, c'est quand les congés payés sont passés, que du coup, on est parti en vacances et que du coup, bah, on s'est mis à bronzer, etc. Et en fait, il dit, donc lui, pour mener son enquête, puisque le travail d'historien, c'est vraiment un travail d'enquêteur, il a dépouillé des tonnes et des tonnes d'articles de presse féminine du début du XXe jusqu'à moitié du XXe siècle, au moment où, en gros, si tu veux, tu as un basculement entre 1900, 1910, où il faut être tout blanc, et 45 après la guerre, où il faut être bronzé. Donc en 50 ans, t'as le renversement total des siècles et des siècles de codes esthétiques, tu vois. Et donc pour enquêter sur ça, notamment, il a dépouillé la presse féminine qui se lisait beaucoup à l'époque parce que bah, c'est un indicateur des tendances. À la fois, encore une fois, pareil, ça les nourrit et en même temps, ça les marque, tu vois. Enfin, c'est toujours, ça lance des trucs, mais c'est pas non plus suivant quel journal tu lis, c'est pas non plus toujours très tendance. Ça fait que suivre ce qui existe déjà. Bref, tout ça est très subtil. Donc, il a dépouillé plein de magazines, notamment Vogue, le Vogue français, et il a dit, ben en fait, déjà avant les congés payés, on a déjà des tendances comme ça qui commencent à percer dans la presse féminine. Donc, ça a forcément extrêmement amplifié la chose. Mais c'est quelque chose qui existe un peu avant déjà. Et alors attends, j'ai mes petites notes sous le nez pour essayer de rien oublier et pas dire de bêtises. Ce qui est notamment assez révélateur, c'est que dans les produits de bronzage liés au bronzage, etc., le produit phare qui est vraiment très important et qui a énormément contribué à la popularisation de ce truc, c'est l'ambre solaire de L'Oréal. Et quand tu dis ambre solaire, pour toi, moi, ça m'a fait ça quand j'ai lu le truc. Je me disais, bah, c'est pas un produit, c'est un nom générique, ambre solaire. Tu vois, moi, je pensais comme la crème solaire. Ouais. Et en fait, c'est le nom de produit que L'Oréal a choisi à cette époque. Et L'Oréal a commencé à le commercialiser déjà en 35, en faisant des tests, 35, je crois, et a vraiment lancé le produit en 36. Et si une aussi grosse marque que L'Oréal se lance sur un marché comme ça veut dire qu'il y a déjà de la demande. Donc, c'est pas uniquement, parce qu'en plus, les congés payés, elles sont votées en 36. Mais cet été-là, c'est un peu tard. Donc, cet été-là, pour l'appliquer vraiment, il n'y a pas beaucoup de Français qui peuvent vraiment partir en vacances. Donc, c'est plus en 37 que tu as vraiment l'effet première grande vacances et tout. Donc, en fait, ça a déjà un peu commencé, même si, évidemment, ça amplifie le phénomène et ça tombe très bien pour L'Oréal qui a lancé ce produit-là, tu vois. Voilà. C'est fou. Et c'est... Ouais, Et c'est bien vu parce que c'est les gens qui ont une certaine assise économique, qui peuvent partir en vacances. Donc, quand tu reviens bronzé, bah, ça veut dire que tu as un peu réussi dans la vie. Alors que ceux qui sont pas bronzés, c'est un peu les laisser pour compte. À l'inverse de avant, où c'était la noblesse qui était blanche et ceux qui travaillaient dans les champs, les paysans exactement. qui étaient bronzés. Donc, en fait, c'est vraiment un facteur de réussite sociale, en fait. Ouais, totalement. Et alors déjà, je précise que là, on est vraiment en train de parler de la société occidentale, des codes de la société occidentale, parce qu'ailleurs dans le monde, on sait que par exemple en Asie du Sud-Est, c'est aujourd'hui, il vaut mieux essayer d'être pâle dans les codes esthétiques, hein, plutôt que, tu sais, on voit souvent les touristes, alors je veux pas faire d'amalgame, mais je crois chinois qui ont beaucoup d'ombrelles et sont gantés, etc. Alors Et ils se que blanchissent la peau. Ouais. voilà, qui veulent surtout pas s'exposer et tout. Donc ça, on parle vraiment de la société occidentale, hein, de codes très, très occidentaux, mais bref. Et en effet, avant, dans l'Antiquité, c'est un peu plus flou, mais c'est quand même des critères de beauté, la blancheur, tu vois, par exemple, dans l'Antiquité, on parle de Héra au bras blanc. C'est un critère de beauté pour parler de cette déesse qui, voilà, la pâleur, la pureté, etc. C'est renforcé par le christianisme qui associe beaucoup la blancheur à la pureté, comme la Vierge et le Christ sont représentés très pâles. Et le noir, c'est le démon et machin et tout. Et en fait, il s'ensuit des siècles comme ça, de codes esthétiques comme ça, tu vois, où c'est la pâleur qui est jolie, un peu rosée sur les joues éventuellement pour les dames, tu vois. Et ceux qui sont bronzés, comme tu as tout à fait dit, c'est ceux qui travaillent dehors et qui sont exposés. Donc,
c'est pas, voilà, en effet un critère de, enfin, si tu peux te mettre à l'ombre et rester toute la journée chez toi, c'est que t'es un bourge, un noble qui reste à la maison, tu vois. Bref. Et en fait, il y a un phénomène de la démocratisation d'abord du sport de plein air. Alors, tu as tout un courant de la médecine aussi qui, ça c'est déjà dès fin 19e, mais c'est un peu adressé comme ça à un public élitiste et tout, il faut prendre le soleil pour la santé, on dit que ça combat la tuberculose, on met vachement en avant le sport et tout, ces choses-là, tu vois, les bienfaits de la vie en plein air, tu sais, c'est l'émergence du scoutisme et de ces mouvements-là, etc. Mais d'abord, c'est un effet plutôt, c'est plutôt quelque chose qui se passe dans les élites. Et donc petit à petit, ces élites, elles vont à la mer. Au début, elles restent couvertes, mais plus ça va, plus on dénude les corps, et évidemment le corps féminin, avec toute l'ambiguïté du truc de à la fois il se libère, à la fois il se dénude, et du coup il devient aussi un objet de sexualité encore plus que quand il était coincé dans un corset et tout. Et, et donc ça, c'est des tendances très modernes de se laisser aller avec un H et un A. Je me laisse aller. Se laisser aller. J'adore le chemin. Ah oui. C'est un phénomène d'abord plutôt du côté des élites. Et puis, et alors que ces élites jusque-là voulaient rester pâles, en effet. Mais parce qu'elles vont à la mer, et puis petit à petit, il y a aussi les sports de montagne qui s'imposent, plutôt dans les années 30, où ça remplace pas la mer, mais ça fait doublon. Donc, si t'es vraiment riche, tu peux aller à la montagne l'hiver et à la mer l'été, comme toujours aujourd'hui, en vrai, hein, parce que ça coûte des sous. Et bref. Et donc, petit à petit, ces gens commencent à être de plus en plus... les élites modernes, tu vois, un peu jeunes, un peu branchées, pour utiliser un terme anachronique. Et donc, et après, comme il y a des produits qui commencent à être faits pour répondre à leurs demandes, en fait, s'il y a des produits commercialisés, au début, ça s'adresse à des produits, une cible niche, mais en fait, ça se démocratise comme tout. Plus les mesures comme les congés payés, ça fait que petit à petit, tout le monde se met à bronzer. Et maintenant, pour avoir l'air, voilà, même, tu sais, même, c'est pas que être beau, c'est aussi un truc de être en bonne santé, frais, bien revigoré, bien reposé de tes vacances. T'es bronzé, tu vois. Et L'Oréal, ils ont vachement joué sur ça, sur leur coup de génie. Ça a été à la fois un produit technique, c'est vraiment un produit de l'ère de l'industrialisation. C'est plus de l'artisanat pharmaceutique comme autrefois. C'est un grand, le boss, comment il s'appelle, le boss de L'Oréal, j'ai oublié son nom. Bon, bref, c'est un grand entrepreneur, mais c'est vraiment un entrepreneur, tu vois. Il réfléchit à lui, il fait ses vacances en Bretagne et il se rend compte que ses collègues, ses amis ont des coups de soleil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer ça? Donc, il fait bosser ses labos sur trouver un produit qui pourrait éviter les coups de soleil, mais quand même te faire profiter de ce soleil qui fait du bien, parce que la médecine, ça dit que ça fait du bien et compagnie. Et donc, c'est là qu'il sort son ombre solaire, mais il réfléchit aussi à un énorme coup de pub. Enfin, il matraque les radios. À l'époque, le média... Jean-Luc Martin nous dit petit louveteau. C'est Jean-Luc Martin dont tu parles, le boss? Non, il s'appelle pas Jean-Luc Martin, il s'appelle... Raté. Je vais le trouver. Attends. Mince, je l'ai dans mes notes, mais comme elles sont trop grandes, ou sur Wikipédia, tout simplement. Pour tous ceux qui arrivent en cours, on parle du bronzage et de l'histoire du bronzage. Oui. Eugène Schueller. Eugène Schueller. Très bien. Voilà. Okay. Bref, et du coup, lui, mais tu vois, c'est des hommes d'affaires. Ils ont, donc, il a une formation de chimiste et tout, mais il flaire le truc du business et il s'est tapé dans ce qui est à la fois l'air du temps et pas non plus sans prendre trop de risques, parce que lui, quand il lance son ombre solaire, comme je disais, c'est quand même déjà une pratique installée. Et en même temps, il l'a fait passer de cette pratique de quelque chose qui est un peu réservé aux élites à la pointe de la mode à au moins aux classes moyennes supérieures, tu vois. Okay. Démocratise un peu, d'accord. Voilà. C'est très intéressant. C'est très intéressant tout ça. Donc en fait, la médecine, ils ont quand même un peu retourné leur veste parce qu'ils ont dit, allez-y, prenez du soleil, c'est bon pour la santé. Et là, quand même, depuis 15, 20 ans, c'est stop. Non, en fait, arrêtez vraiment parce que c'est très, très mauvais.
rapport au cancer que tu peux choper et au vieillissement de la peau prématurée, quoi. Pas si tranché que ça. En fait, c'est des courants de la médecine. Ok. Et t'as quand même plein de spécialistes pour dire non, attention, c'est dangereux, etc. Alors, pas forcément avec ce qu'on connaît aujourd'hui, des trucs de cancer et tout. C'est des courants de la médecine qui s'appellent, donc, notamment ce qu'on appelle l'héliothérapie, mais qui font pas du tout consensus dans le corps médical, tout simplement. Un peu tel un Raoult. Et, Il est si célèbre que ça, quoi. Ça devient une référence. ah oui, bah, tu vois le truc. Et t'as, par exemple, t'as un médecin qui s'appelle Auguste Rollier. Alors, c'est tout début 20e. En 1905, il présente au Congrès international de la tuberculose sa méthode de l'héliothérapie. Et il est pas du tout bien vu par ses collègues et tout. Enfin, tu vois, un truc pour le soleil pour combattre la tuberculose, bon. Mais en fait, ce gars, il a une renommée. En fait, c'est vraiment comme Raoult, en fait. Il a vraiment une renommée qui marche. Et du coup, il a fait son business de son côté aussi. Et il a ouvert une chaîne d'institutions de soins de l'héliothérapie. Il a publié des bouquins qui se sont vendus à gogo. Et ça a vraiment une grosse influence parce que tu as, par exemple, l'architecte suisse Le Corbusier, qui est très très connu, qui lui avait fait un de ses credos la lutte contre la tuberculose. Et en fait, dans ses créations urbanistiques, t'as vraiment ce truc de laisser rentrer l'air et la lumière parce que c'est sain, tu vois. Ce qui en soi est bien, mais du coup, eux, c'est rattaché à cette explication-là, tu vois, notamment lutter contre la tuberculose. Et Le Corbusier, qui est voilà un architecte super connu qu'on connaît, il s'est vraiment appuyé sur ces théories-là qui ont vraiment beaucoup de succès, tu vois. Donc bon, les médecins à l'époque disent attention, attention, mais t'en as qui ont beaucoup de succès et qui créent des business un peu comme tout, mais voilà. Ok. Et quid des salons de bronzage? Parce que ça, c'est arrivé quand même si tu n'as même plus besoin du soleil pour bronzer, viens prendre tes UV dans nos petites cabines. Comme ça, tu auras l'air râlé toute l'année. Ouais. Alors justement, alors les instituts, c'est quelque chose qui se développe à ce moment-là, qui existait déjà. Donc c'est des instituts de beauté. Et en fait, ils proposaient déjà d'autres services que le bronzage, évidemment, tu vois. Et en fait, l'historien sur lequel je m'appuie Pascal Orly, il explique que eux, au début, quand la tendance elle se lance, ils sont un peu à la ramasse et ils ont du mal à se positionner parce que et comme plein d'autres trucs d'ailleurs, mais il y a ce truc qui émerge, mais qui semble un peu marginal. Et en même temps, eux, ils ont basé beaucoup de leur com sur justement la santé, etc. Et donc, ce qu'ils vendent au début comme produit ou comme cure, c'est plus des trucs tournés sur comment adoucir votre peau tannée par le soleil, etc. Mais petit à petit, tu as un ou deux produits qui sont proposés pour un peu, tu vois, des poudres un peu plus foncées pour te donner un teint un peu plus foncé, mais tu sens que c'est à part dans leur catalogue et dans leur machin et qu'ils ont un peu de mal à se positionner jusqu'à ce que petit à petit ça prenne le dessus et que voilà, il y a les cabines qui arrivent et tout. Mais en fait, comme c'est vraiment un renversement de pratique, il y a plein de secteurs qui ont beaucoup de mal au début à suivre, qui sentent qu'il y a un truc nouveau. Enfin, je sais pas, c'est comme, tu vois, mais comme moi, quand j'étais au lycée, on mettait tous des baggy. Quelques années après, il y avait des slims. Et on avait dit, mais c'est mort, jamais on portera des slims. Et en fait, petit à petit, on se met à porter des pantalons serrés. Enfin, tu vois, elle était un peu réfractaire et tout. Et donc, les marques, elles doivent suivre. Mais elles ont toute une clientèle qui est pas du tout confiante avec ce genre de truc. Donc, tu vois, c'est un entre-deux. Et suivant les secteurs, elles arrivent plus ou moins bien à le faire. Par contre, ce qui est assez fou, c'est que ce phénomène du bronzage, il a fait émerger plein d'autres produits qui lui sont liés, mais qui sont un petit peu annexes, notamment les lunettes de soleil, tu vois. Les lunettes de soleil, avant, c'est un accessoire chiant. C'est une contrainte de mettre des lunettes, des lunettes de soleil. C'est quand c'est pour les aviateurs. Après, c'est un peu pour les motards et tout, mais c'est un truc moche et relou. Et en fait, fin années 30, je crois en 37, un truc comme ça, t'as la marque Ray-Ban qui émerge. Et Ray-Ban, en fait, en anglais, c'est assez transparent, c'est bannir les rayons, tu vois. Ray-Ban. Et au début, voilà, c'est plus pour les aviateurs et les motards. Et puis petit à petit, en fait, comme les pratiques elles changent, ils se mettent à vendre des lunettes de soleil pour tout le monde et ça devient cool. Alors qu'avant, c'était trop nul. Un peu pareil comme, je sais pas,
pareil, quand on était gamin, mettre des casques au ski, c'était la honte. Maintenant, c'est stylé de porter un casque de ski. Tu vois ce que je veux Bah, dire? tout le monde en porte même maintenant, quoi. Ouais, c'est Ouais, vraiment voilà. bizarre de pas en mettre à ses enfants, en tout Ouais, cas. À ses ouais, enfants, c'est ouais. ça. Ouais, à 37 déjà, Reban, d'accord, c'est Je vachement crois. tôt, hein. Je voyais ça. En fait, c'est marrant. Moi, je voyais tout ce que tu dis après la guerre. Parce que Euh, bêtement, dans mon inconscient, j'ai pas d'image. Comme on a les images de guerre et tout, on n'a pas d'image. Voilà, ni de bikini. Ah bah d'ailleurs, le bikini et tout ça, alors, c'est. le bikini, je l'ai aussi. Alors, juste, la guerre, par contre, évidemment, ça met toujours une grosse parenthèse à tout ça. Hein. Ça met un Oui, gros on stop à la stand-by. consommation. C'est assez marrant parce que le produit de l'ambre solaire, il est quand même un peu utilisé pour contrer, tu sais, les trucs comme les pénuries de bas ou les choses comme ça. Tu t'en mets sur les jambes pour faire comme si tu avais des bas. Enfin, tu vois, il y a plein d'astuces. Les femmes, tu sais, Mmh, des traits noirs derrière pour faire comme si elles portaient un bas avec un, tu vois ce un que je veux dire, fil. Ah ouais, un fil un truc derrière. au milieu, ouais. Ouais. Donc il y a plein d'astuces comme ça et du coup ça trouve un peu une utilisation détournée, mais néanmoins en effet c'est la guerre donc toute l'économie elle est ralentie et tournée sur autre chose. Par contre après ça revient très vite très fort, notamment parce qu'il y a aussi ce truc de ça y est la société recommence à vivre, bah un peu comme on est en train de faire, on croise les doigts pour Mmh. un moment, mais t'as ce truc de retour à la vie normale, vas-y on profite, etc. En plus le régime de Vichy ils avaient été un petit peu bah, ils sont assez conservateurs, donc avec les congés payés, les trucs comme ça, ils avaient été un peu réfractaires. Et comme tout ça s'est jeté à la poubelle, enfin le régime de Vichy, etc., donc on renoue avec les pratiques d'avant et en mode, allez, c'est bon, maintenant on s'éclate, on va faire les vacances et compagnie. Et le bikini, euh, donc le maillot de bain, lui, il s'échancre petit à petit du début du 20e jusqu'à cette moitié du 20e. Donc au début, c'est quand même, il y a une jupe par-dessus ton maillot de bain. Donc Ouais. la jupe elle disparaît. Il y avait des gants aussi, tout ça, ça disparaît petit à petit. Et puis le maillot, il devient de plus en plus échancré. Donc les manches, elles se raccourcissent. Il y a des manches et il y a des jambes. Tout ça, ça se raccourcit de plus en plus et tout. Et le bikini, le lancement, c'est en juillet 46, donc vraiment retour de la guerre. Oh, yes. Ouais. Ouais, c'est Louis Réard qui lance ça. Et donc là, les deux pièces, ils commencent à être... Enfin, déjà, le deux pièces, il datait d'un petit peu avant, mais t'as ce truc de ça devient très réduit et c'est plus qu'un cache-sexe comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Et t'as même, ce même Louis Réard qui a lancé le bikini, il lance en 64 le monokini. Mais en fait, ça permet de populariser ce bikini deux pièces qui, encore une fois, était plutôt utilisé par une jeunesse un peu élite, tendance et compagnie. Et en faisant une forme un peu plus accessible aux mœurs, aux pratiques des gens qu'ils ont dans un entre-deux, bah en fait, petit à petit, ça rentre dans les usages, tu vois. C'est une marque avec laquelle tu te familiarises, etc. Donc c'est toujours un mélange. Tu vois, on sait jamais qui de la poule ou de l'œuf, mais entre une demande qui naît, les marques qui y répondent, mais qui l'entretiennent et qui l'alimentent aussi, et tu peux jamais dire c'est ça qui a lancé le truc ou c'est là que ça a démarré. C'est tout qui est très imbriqué, mais bref. Mais t'as quand même un truc assez fou en une cinquantaine d'années, Mm. on a totalement changé de regard par rapport au fait de bronzer la peau. Là où pendant des siècles et des siècles, il fallait les codes de beauté, c'était soyons le plus pâle possible, quoi. Bah, C'est le assez plus fun. pâle et puis pas forcément si mince et si athlétique. Ça aussi, ça a changé bah, avec tout ça parce que c'était plus le côté un peu rondelé. Enfin, quand tu vois toutes les peintures des belles Ouais. femmes jusqu'à 1900, on n'était pas sur un corps avec des abdos. Ouais, non, oui, oui, clairement, il y a ça, il y a beaucoup plus fin et tout, avec les excès qu'il y a plus tard dans les années 80 et tout. Mais oui, oui, clairement, c'est, allez, on sort, on prend l'air, on fait du sport, On on bouge. bouge, en fait, on est tonique, quoi. C'est le Euh, côté tonique. Tu sais, il y Et, a... Oui, vas-y, pardon. Et le mono et oui le topless, ça c'était parce que ma mère me racontait ça ce matin quand j'ai dit que j'allais faire un live avec toi. Elle me dit bah moi à mon époque on était tout en topless. Elle me fait rire ma mère. Alors que vous c'est plus tellement tendance quoi. Je suis là bas. Nous le truc c'est qu'on nous rabâche tellement des choses sur le cancer de la peau et tout que j'ai l'impression qu'on n'est plus des malades comme elle à même se mettre de la graisse à traire c'est pour surbronzer quoi. On est quand même un peu plus raisonnable de nos jours là-dessus. Mais c'est vrai qu'on pourrait se mettre topless sous des parasols, tu vois. Mais je pense que ça va revenir un peu ces trucs-là avec les tendances actuelles. Mais moi, j'avais une collègue, alors rien à voir, mais enfin si à voir, mais pas avec mes recherches, mais une collègue quand j'étais instite qui devait avoir
Donc c'était il y a genre 10 ans et elle devait avoir une soixantaine d'années. Elle me disait que quand elle était jeune, la mode, c'était d'être bronzée, mais avec les paupières blanches. Et que du coup, et bronzée sur la plage avec les yeux grands ouverts comme ça. Et qu'elle avait fini plusieurs fois, non mais, elle avait fini plusieurs fois à l'hosto avec la rétine brûlée. À se faire cette mode de paupières blanches et, non mais t'imagines, regarder le soleil en face. Mais pourquoi elle En mettait vrai, pas des lunettes? ben parce qu'il fallait, bon, il faut pas avoir la trace des lunettes. Il fallait que tes paupières soient claires et, Ou alors un patch. Tu sais, bah les patchs là pour anti-cerne. Ah la vache, oui. ah ouais. Non, mais alors, comme quoi, les critères de beauté, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Faut qu'on arrête avec ça, parce que déjà, ça change tous les 15 ans. Qu'en plus, ça exclut des gens, et je déteste ce principe d'exclure des gens. Moi, j'ai une amie, elle est frustrée parce qu'elle vient de Dunkerque et elle a tout le temps la peau blanche. Et dès qu'elle revient de vacances, les gens disent: ah, ben non, t'as pas beaucoup bronzé. Comme si c'était obligatoire de montrer que le résultat de ses vacances, fallait être productif, Ouais. même en vacances, quoi. Et elle est là, mais genre, c'est vraiment, à un moment donné, humiliant de devoir dire, en fait, je ne bronze pas, je n'ai pas une peau qui prend le soleil facilement. Mm, mm. Et voilà, et je trouve que c'est dommage parce que pourquoi c'est mieux? C'est pas forcément plus beau en plus, tu vois. Souvent, tu as des vieux coups de soleil, t'es jamais homogène. Moi, je m'endors toujours que d'un côté, donc je suis bronzée à droite et genre blanche à... Non, mais je te jure, parce que je dors comme un bébé, comme un petit... voilà, fœtus sur la plage et j'ai toujours un côté plus bronzé que l'autre. Je suis pas toujours sûre que ce soit formidable le bronzage. Ouais, et comme tu dis, en fait, finalement, est-ce qu'on pourrait pas juste faire ce qu'on a envie de faire et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de quand tu reviens bronzé, aujourd'hui, on te dit t'as bonne mine, tu vois. On te dit t'as pris des couleurs et Ouais. tout, t'as bonne mine. Et c'est même inconsciemment, c'est associé à un truc de santé même, tu vois. Et les critères de beauté d'ailleurs, ils sont très souvent imbriqués avec des arguments de santé. Très souvent de autrefois, quand t'étais plutôt un peu rond, c'était que t'étais bien portant, que tu pouvais bien manger, donc Mmh. voilà, tu pouvais subvenir aux besoins de la famille et compagnie. Là, voilà, enfin, c'est toujours un peu, tu sais, parce que comme c'est un peu, dans le fond, un peu futile, uniquement l'apparence, on va tout le temps avoir plein de justifications de trucs de santé, c'est toujours très lié quand même. Hein. Ben, c'est Et pour quand ça que la jeunesse est souvent associée à la beauté, ce qui m'exaspère au plus haut point. aussi, Mais c'est oui, parce que voilà, tu es jeune, tu es en bonne santé, tu peux encore donner exactement. la vie, être maman, donc Ouais, porter la vie. Et donc, tu es belle jusqu'à une limite d'âge décidée par je ne sais pas qui. Et après, tu es périmée et on ne peut périmé. pas te classer dans la beauté typique de couverture de Vogue. Enfin, quand est-ce qu'on a vu une couverture de Vogue avec une femme de plus de 40 ans? Je sais pas parce que je n'ai pas Vogue, mais oui, en effet. Non, mais Enfin, oui, totalement, t'as raison, c'est exactement ça. C'est la jeunesse, bah, pour les femmes en particulier, parce que après on peut plus procréer, mais c'est vraiment un synonyme de santé, de pleine forme et tout. Et c'est très lié, ouais, ces choses-là, ouais. Mm. C'est une justification de non, mais c'est pas futile, c'est pour la santé, c'est pour ça. alors qu'en fait, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quand même quelqu'un qui va pas trop prendre le soleil. Enfin, je pense maintenant. Moi, je sais que j'ai arrêté depuis 4-5 ans de m'exposer aux heures les plus chaudes. Donc, Ouais, genre, entre 11 h et 16 h, j'évite la plage. De toute façon, c'est trop bondé. Et j'ai plus du tout ce même plaisir. Et je me dis, en fait, je me crame la peau, je me fais du mal. Enfin, c'est plus du tout intéressant, en fait. ouais. Ah, je pense que une toute petite dose de soleil, ça fait du bien pour la vitamine D et tout, de manière raisonnable, machin. Mais alors là, vraiment, on n'est pas dans mon champ de compétences, tu vois. Mais oui, oui, clairement, s'exposer et se cramer la gueule, bah en plus, tu fais vieillir ta peau plus vite. Mais on a dit que c'était pas un critère d'avoir une peau de vieux. Mais bref. Non! Ce n'est pas un critère. C'est marrant parce que dans notre livre, je suis en train de regarder, on avait. Attends, il y a un écho. C'est C'est bon? vrai? Ah, c'est bon. On a fait les critères de beauté, tu vois, belle dans les années 80-90. Tu vois, avec les Ouais. corps qui changent énormément. Alors là, c'était carrément Véronique et Davina, quoi. C'était tout YouTube, l'aérobic à fond. Mais avant ça, ah oui, dans les années 70, par exemple, il fallait être filiforme et avoir une toute petite poitrine. Oui, androgyne et tout, ouais. Mm. Tu vois, alors ouais, alors la taille des seins, ça aussi, il faut s'habituer aux années. En fait, on est toutes belles, mais en fonction des époques, les années 50, il fallait avoir des hanches, une taille marquée et des formes généreuses. Mm. Mm. Voilà. Et c'est pour ça que
C'est trop de pression. Hein. Les années 20, c'est des tubes. Ouais. Voilà. Non, Et c'est la une question blancheur. de laquelle il n'est pas toujours facile de s'affranchir, hein, franchement. Et pourtant, je crois qu'en ce moment, on développe plein de démarches dans ce sens-là, mais on est très, très conditionné par ces trucs-là. Hein. Même quand, euh, même quand on s'estime un peu sensibilisé à ces sujets, hein, c'est dur de s'en détacher quand même. Hein. C'est vraiment dur. C'est Ouais, voilà, ouais, à la Renaissance, fallait être blanche. Voilà. ouais. On était sur du blanc. Ouais, c'est vraiment bah, c'est compliqué parce que c'est la mode, parce qu'il y a tout, comme tu dis, il y a tout le marketing derrière qui pousse à fond et Ah, que tu as du mal un peu à lutter contre ça. mm. Mais, mais ce qui est aussi hyper triste, c'est je sais plus dans quel reportage j'avais vu une petite fille noire qui disait que le blanc c'était plus joli. Ouais, Et c'est si triste, tu vois, d'entendre ça, ouais. de se dire mais au secours, mais c'est parce qu'elle a vu que les magazines avec des femmes blanches en couverture. Donc ça aussi, c'est un vrai... je trouve que les médias devraient diversifier. Alors, ils commencent à le faire, mais vraiment, c'est tout petit, mais Ça beaucoup. commence timidement, mais la clé, c'est ça, c'est montrer plein de modèles différents. Je pense que c'est la seule, pour que tout le monde puisse avoir des références auxquelles s'identifier. Parce que, voilà, enfin voilà, il faut diversifier vraiment. Mais ce que tu dis là sur comment ces codes ils sont intégrés, enfin, j'étais en vacances à Bali en janvier et je discutais avec un balinier qui m'expliquait que les filles préféraient les mecs clairs de peau parce que si t'étais pas clair de peau, ça fait sale. Oh mon Dieu, quelle Tu vois. horreur. Ouais. Enfin, et du coup, tu te dis, ah, c'est terrible comment c'est intégré. Enfin, bref, c'est violent. Et bref, et en effet, je pense que une des solutions, ça serait vraiment d'avoir une diversité dans les modèles proposés, ce que des marques essayent de travailler. Bon, bah, c'est du marketing aussi d'aller sur ces terrains, mais de toute façon, ça peut que nous faire du bien, je pense. Et tu commences à voir des trucs qui se diversifient. Alors après, t'as euh, les marques qui font semblant de dire on met des mannequins en surpoids et c'est juste des femmes de taille moyenne, mais bon, c'est déjà un truc. En fait, elles Voilà. font du 38, quoi. Elles sont juste comme nous toutes, mais c'est juste qu'elles Ouais, font du 38 au lieu de faire du 34. Ouais, super. ouais. Et je crois que la taille moyenne en France c'est 40, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc Mm. enfin, tu vois, on a un peu de marge, mais bon, c'est déjà un truc. Et je me dis peut-être petit à petit, on va avoir ça de plus en plus de plein de critères différents en fait. Ça, enfin, je pense qu'en effet, c'est ça le truc, c'est pas filer une norme de c'est ça la règle et ce qu'on a fait depuis toujours et peut-être qu'on va se déconstruire petit à petit, peut-être, je sais pas. C'est ça qui prend du temps, c'est vraiment la déconstruction voilà, des critères de 1 mètre 70, 90, 60, 90. C'était quoi? C'était les mensurations de rêve de Claudia Schiffer, blonde aux yeux bleus, au secours. Enfin, au secours, elle est très belle, mais tellement Oui, d'autres. Mais voilà, ouais, sur l'âge, moi je pense que si j'avais un magazine féminin, je m'amuserais avec les codes. Et je ferais ouais. des couves improbables, des mélanges incroyables. Parce que, mais je trouve que alors, est-ce que ça évolue tant que ça? Non, les chiffres, ils doivent être quand même encore dramatiques. En tout cas, dans le cinéma, ça arrive un petit peu plus. Mais non, parce que dans le cinéma, c'est pareil. Tu vois, par exemple, il y a une invisibilité des femmes de 50 ans. Oui, et t'as aussi un truc de ça, pareil, je trouve que ça change un tout petit peu, mais dans le cinéma, dans les séries, dans les trucs, les nanas, elles sont jamais moches. Alors qu'un mec lambda dans une série, tu vois, Ouais. c'est voilà. Et les meufs, ça, je trouve que ça commence à changer. Mais pendant super longtemps, enfin, nous, dans notre jeunesse, les modèles qu'on avait, c'était toujours des jolies filles par rapport aux critères établis de qu'est-ce qui est joli, tu vois. Et bon, bah, il y a autant de physiques différentes de filles qu'il y a autant de physiques différentes de mecs, montrons-les aussi, tu vois. Enfin, bref. Il y a deux Donc, choses dans le cinéma, parce que, enfin, dans les séries, donc je suis d'accord, parce que je suis dans une série en plus où toutes les filles sont vraiment très jolies pour le coup. Ça, je pense pas qu'on puisse dire, enfin, vraiment, elles sont toutes belles. Et il y a un autre truc enfin, deux trucs qui m'exaspèrent. C'est la première chose, c'est qu'en général, moi, on me maque avec des mecs de 50 ans, voire plus. Quand je passe un essai, la dernière fois, c'était quand même pour jouer la petite amie de Vincent Lindon. Bon. ok. Alors que c'était pas le sujet, tu vois, du film, Mhm. mais c'est plus quelqu'un qui a l'âge de mon papa.
dans la vraie Ouais. vie. Ouais. Et c'est souvent comme ça, et c'est tout à fait normal. Si tu veux, quand je passe des castings avec mon chéri qui est comédien, lui, on nous met jamais en couple ensemble, alors que dans la vie, on l'est. Lui, il est avec des filles de 20, et moi, avec des mecs de minimum 45. Donc, minimum 10 ans de plus que moi. Et donc ça c'est un petit peu pesant, c'est sûr. Et aussi souvent, un réalisateur va te dire après une prise, tu sais, t'as dans des remarques sur ton jeu, et il va dire, oh, t'étais superbe. Oui, alors ça, Et tu dis, non, ça, mais en fait, vis-à-vis de, ah, magnifique. Vraiment, le plan, tu vas ouais. voir, tu vas te trouver très belle. Et t'es là, mais je ne veux pas me trouver belle, je veux me trouver bonne en jeu. Ouais, Et c'est exactement. vrai que, alors toi, je ne sais pas si tu as ça sous tes vidéos, mais c'est souvent les premiers commentaires sont sur le physique. Ouais, je sais pas si c'est les premiers, mais ça revient souvent le ah t'es très belle. Hein, nan, nan, nan. Euh, Jusque-là, je disais mes potes mecs, ils ont ça aussi, des commentaires sur le physique en bien ou en mal. Mais en fait, il y a des études qui sont sorties maintenant statistiques et qui montrent que oui, les nanas elles reçoivent plus de commentaires sur leur physique pareil en bien ou en mal que les gars, tu vois. Et bon, Les gars, c'est plus sur leur contenu, on est d'accord, ou sur leur jeu ouais, quand ils sont comédiens. ouais. Et en effet, enfin, oui, parle-moi de mon truc. Alors bon, oui, bah oui, je vois bien que mon physique, c'est un des trucs que tu regardes une vidéo, donc tu notes le physique des gens, évidemment. Mais si statistiquement on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre les remarques sur le physique faites aux meufs et faites aux mecs sur toutes les stats, on a un souci. En effet, tu vois. Enfin bref, oui, oui, mais ça c'est un classique. Oui, mais vous êtes mignonne. Ah oui, mais ça va parce que elle est jolie. En fait, il faudrait qu'on ait le droit d'être moche. Ben, c'est exactement ça. Bien sûr qu'on a le droit d'être moche et on s'en branle. Mais en fait, juste, ben, c'est pas la question. C'est parle-moi de mon contenu. Je m'en fous de. Exactement. En plus, on bosse pendant des. Alors là, pour le coup, qu'est-ce qu'on bosse pour tous nos vidéos, tous nos lives? Regarde ce que je t'ai préparé Ben pour le oui, chapitre d'après. Donc ben j'espère oui. qu'il va. Alors, est-ce qu'on a fait le tour du bronzage ou est-ce que tu avais des choses à rajouter Ben écoute, je pense que dans les grandes lignes, c'est ça. Et puis je me garde des petites, comme la vidéo va sortir après. Je balance pas tout, mais. Est-ce que tu penses que la tendance va revenir au blanc? Enfin, je veux dire à la Bah, pâleur, comme avant 1936. bon, moi, je suis personne pour anticiper les tendances, mais si on va dans ce truc de développer un peu de diversité, on peut se dire que peut-être qu'on va un peu remettre ça au goût du jour aussi. J'imagine. Ça serait pas mal. Bah, remarque, après le confinement, quelque part. Alors après le confinement, je pense que je vais commencer la vidéo par ça. Mais après le confinement, il y a vraiment deux teams, hein. Les gens qui avaient un extérieur et les gens qui en avaient pas. Ouais, ouais, Vraiment, on va bien le sentir. Ouais. personnellement, j'en avais pas. Voilà. Et est-ce que tu crois que l'épilation du maillot, c'est lié au fait que le maillot est perdu du passé de jupe à short, à maillot, à échancré? Est-ce que tu crois que c'est ça a suivi? Ça paraît logique. Je me suis pas du tout renseignée dessus, donc je vais pas te faire d'affirmation sans savoir, mais ça paraît très logique, ouais. Après, je pense que il me semble qu'il y a un engouement de l'épilation de plus en plus Si, c'est poussé bien un et petit peu. intégral, genre Une plume. à... T'as une petite plume? Mm. C'est quoi? C'est les années 80, non, qui se deviennent un peu hardcore sur l'épilation Attends, c'est quand qu'on avait des sourcils hyper fins? C'était même dans les années 2000, ça, non? Oh là là, c'était dur ça. Ouais, c'est Ouais. les années 2000. Les Où vraiment, sourcils. il n'y a pas d'excuse. Écoute, moi, quand je vivais à Montréal, au Québec, c'était en 2000 et vraiment tout le monde allait se faire épiler, absolument tout, même les garçons. Et tout le monde Ouais. passait vraiment beaucoup de temps dans les centres de bronzage. Les Ah ouais. garçons étaient huilés, sans poils, très très bronzés, à Montréal l'hiver sous -40. Et ça m'avait fait vraiment bizarre cette tendance. J'étais là, oh, mais c'est beaucoup trop bronzé quoi. Enfin, je sais pas, il y avait un décalage entre le temps qu'ils faisaient et la couleur de leur peau. Voilà, donc ça c'est vraiment les années 2000. Et les sourcils vraiment très 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 fins, Ouais. c'était vraiment super. Ou alors complètement épilés avec juste Et un crayon. dessiné. Mm. C'était voilà les critères de beauté. Donc pour résumer tout ça, c'est vive les poils libres, vive le bronzage libre, vive le physique libre. Vive Et la puis diversité! Voilà, on est tous différents et il y a des gens qui vont aimer ça, d'autres ça. Il y en a pour tous les goûts et c'est très bien.
Et vive la biafine, hein, pardon, mais le nombre de, le Protégez-vous. nombre de fois où la bienne, non, mais protégez-vous carrément. Moi, je mets un indice 50, hein. Ah, moi aussi, tout le temps. Bah, alors que dans les années 90, on mettait pas ça, hein. On mettait de l'huile, mais de l'huile, ça rissole, telle une poêle sur le feu. T'avais l'impression de faire des... Non, non, indice 50, pas les heures chaudes. Alors, c'est toujours le débat, est-ce qu'on bronze à l'ombre? Alors, aucune connaissance scientifique sur ça pour te répondre, j'en sais rien du tout. Alors, si quelqu'un sait, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on bronze à l'ombre? Moi, je sais que j'ai bronzé derrière une vitre, hein. Quand j'étais en voiture, un jour, je me suis endormie sur la vitre de la voiture et j'ai bronzé. Ça fait loupe, Voilà. ouais. Ouais, ça fait loupe, exactement. Alors, on voulait terminer avec Manon par. On a toutes les deux une passion pour les chansons pour enfants, mais on n'a pas le même angle. Ouais. Manon a relevé des chansons qui parlent de torture, notamment de torture animale. Et moi, j'ai fait une vidéo sur les chansons à double sens, toutes ces petites comptines, voilà, magnifiques. Donc toi, tu avais un truc sur la souris verte, par exemple. Ouais. Alors, une toute petite précision, c'est que tout ça, les comptines, c'est des traditions orales qui se transmettent, se déforment, se machin, etc. C'est très difficile de savoir d'où elles viennent exactement et de savoir avec certitude si c'est exactement ça, le sens caché d'eux et tout. Donc, on prend plein de pincettes. Enfin, c'est vraiment à prendre avec du recul de. De On pense que l'amusement, quoi, du fun. voilà, on pense que on n'est pas trop sûr. Il est possible que l'interprétation ou la métaphore ce soit ça, donc à prendre avec plein de pincettes. Néanmoins, c'est des métaphores qui sont marrantes et c'est fun de les raconter. Donc voilà. La souris verte. Donc bah oui, on a fait un épisode animé sur ça avec Lucie justement. La souris verte, ça partirait peut-être, hein, on met plein de pincettes, mais ça partirait peut-être de 1793 où en Vendée, attendez, oui c'est ça, les paysans se sont soulevés massivement contre la Première République parce que la Première République à la Révolution c'est un truc très parisien, ça se passe à Paris, ça pète à Paris et toute la France se retrouve à devoir suivre, mais le reste de la France n'est pas forcément d'accord parce que le roi il est très populaire en fait. Donc ailleurs on dit bah non on veut notre roi, on n'est pas forcément d'accord. Donc en Vendée on se soulève contre la Première République qui est en place depuis un an. Et en Vendée, apparemment, les uniformes des vestes sont vertes. Et en plus, donc, il y a plein de champs en Vendée, etc. Donc, ça fait la petite souris verte qui court dans les champs. Ça serait ça la métaphore. Mais si elle est attrapée, si un républicain l'attrape, on la dénonce, donc on l'amène à ces messieurs. Et là, on la fait passer à la torture, en gros. Donc tremper dans l'eau bouillante, dans l'huile bouillante, tremper dans l'eau. L'eau, ça peut être un truc qui sert à asphyxier, ça peut être un truc pour aussi bouillant, etc. Donc après, t'as ton petit escargot tout chaud, voilà. Donc ce serait ça peut-être une des explications. Il y en a d'autres, hein, mais ça pourrait être une des explications du sens caché de cette comptine qui est bien gore. Enfin, Et qu'on chante comme ça, une souris verte. à l'école, bien sûr. T'en as des pas mal. C'est ouf. On est bien cruel. D'accord, ok. Ah, Bah oui, mais ça a du sens, effectivement, de toute façon. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. t'en Ouais. as des pas mal aussi, non toi, des sens cachés de comptine. Moi, j'ai des sens cachés un peu olé olé, comme on dit de par chez nous quand il y a des enfants à côté. Alors, j'ai quoi? Alors, le plus gore, c'est quand même la pêche au moule, hein. Donc, il y a Oui. la pêche au moule, au moule, au moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Alors bon, en fait, en même temps, c'est clairement explicite, hein. L'endroit, c'est carrément un piège à filles où elles se font passer dessus. Sont-elles consentantes? Apparemment non, puisqu'elles refusent d'y retourner. Pire, la maman est au courant. C'est même comme ça qu'elle est tombée enceinte, puisque les paroles nous disent « Tu y es aussi allée, maman, et je suis là maintenant. » Voilà. Donc, n'hésitez pas à relire ces paroles au regard de cette interprétation. C'est un vrai régal. C'est horrible. C'est les gens de la ville. Et le panier, c'est la virginité, en fait. Ouais. Mais ça empêche pas, en vrai, ça empêche pas de chanter ces chansons à nos enfants telles quelles. Enfin, tu vois, Non, c'est non, comme, non, bien sûr que non. Tant qu'on leur explique pas la vérité. voilà, c'est ça. Enfin, plus tard, comme nous, il y a plein de contes, il y a plein de contes quand on connaît la vraie version par rapport à celle qu'on connaît chez Disney, par exemple,
c'est gore, la petite sirène. C'est très triste l'issue, ça se passe pas du tout bien, tu vois. Il y en a plein des comme ça. Hein. Donc la petite sirène, c'est Andersen, je crois. Et ça finit que la petite sirène, elle meurt. Elle finit pas du tout par récupérer Elle son finit corps. en plancton. Elle se fait Oui. avoir, en fait. Ouais, C'est ouais. horrible. Enfin Horrible. bref. Donc bon, voilà. On a tous des versions édulcorées pour nos enfants et tout, mais en vrai, si tu prends les sens cachés ou les origines des trucs, c'est toujours un peu trash. Hein. Bah, apparemment, dans les chansons, c'est que c'était un moyen, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire frontalement, de dissimuler des petites métaphores coquines chantées. Ça les amusait beaucoup, en fait, Ouais. de faire ça Oui. à travers les chansons, comme dans les Disney, les images subliminales qu'on connaît un peu. C'était en fait de la franche camaraderie un peu lourde. C'était Ouais. plus ça, en fait. Donc voilà, j'ai savez-vous planter des choux. Ouais. Il paraîtrait qu'il s'agisse en fait d'une métaphore de la procréation. Donc du Ouais. coup, il est assez difficile de chanter cette chanson tout en la mimant sans exploser de rire parce que c'est avec la main, avec le doigt, voilà. Ou le classique de Il court le furet. Une contrepétrie. Voilà, une belle contrepétrie. Carrément. Je vous laisse la faire vous-même sans avoir à vous l'expliquer. Il semblerait que cette chanson soit une attaque envers le cardinal Guillaume Dubois, ministre de l'État sous la régence du duc Philippe d'Orléans, qui était plutôt un coquinou, apparemment. Un vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Au clair de la lune. Oui. Le feu est synonyme de passion, d'ardeur sexuelle. Battre le briquet, comme le fait sa voisine, signifie d'ailleurs faire l'amour. Vous pouvez vérifier, battre le briquet, c'est faire l'amour. De plus, la plume et la chandelle sont des symboles phalliques. Le mec a visiblement des problèmes d'érection de la plume et de la chandelle. Hein. Je pense qu'il y a un truc. On a, voilà, il y a des références explicites pour le dieu amour, autrement dit dieu du sexe, si on pousse le bouchon un peu plus loin. Et Lublin, ça signifie un moine lubrique. D'accord, je connaissais pas. Voilà, donc on est là, on est clairement sur. Je vais en retrouver d'autres. Si tu en as une autre de torture en attendant, mais j'en ai pas mal. Alors, vous inquiétez pas, c'est des interprétations. Prenez pas tout pour argent comptant. Hein. C'est une interprétation possible. Ceci dit, il y a beaucoup d'historiens. Je l'avais fait vérifier auprès d'un groupe d'historiens qui m'avait confirmé un peu ces tendances-là. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu de vrai. Mais c'est toujours à prendre avec pas mal de recul ces trucs, mais c'est pas grave en fait. Si ces interprétations elles existent, c'est qu'elles ont vécu en fait quelque part, tu vois. Donc ça veut pas forcément dire que c'est ça qui a lancé le truc à un moment, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont lu comme ça. Donc dans le fond ça existe en soi, tu vois. C'est un peu comme toutes les origines des expressions où on donne des interprétations et en fait il y en a plein qui sont un peu inventées ou tirées par les cheveux ou qui sont un peu des légendes urbaines. Néanmoins elles ont vécu en fait ces interprétations. Exactement. Donc, on parle de la mère Michel. Alors, dites-moi, la oui. mère Michel, c'est quoi déjà? La mère Michel qui a perdu son chat. Celle-là, j'en ai entendu parler aussi. C'est assez triste, non? C'est pas une histoire de... Quelqu'un connaît... Alors, attends, regarde si jamais ils répondent sur la mère Michel. Moi, je suis en train de regarder parce que j'ai perdu ma page. J'ai perdu ma propre page de mon livre. On en a parlé avec Thomas Hercouet dans un live Topito justement sur les comptines comme ça. Mais tu vois, comme quoi j'ai vachement retenu le contenu. Alors moi, je peux vous parler d'une note de torture en attendant, si vous voulez. La torture. C'est soit la torture, soit le sexe. Vraiment, c'est un beau samedi soir. Hein. Un bon apéro entre amis. C'est clair. Et bonne soirée. Moi, la deuxième dont je parle dans l'épisode, c'est Jean Petit qui danse. Alors, je me suis rendu compte que c'était une comptine qui était pas si connue en fait. Parce que je crois que qui danse, qui danse. Ouais, c'est vieillot quoi, mais ouais. Il y a pas mal de gens dans les commentaires qui me disaient, bon, Une souris verte, tout le monde la connaît, mais qui me disaient, je la connaissais pas celle-là et tout. Bref, donc ça fait ça, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, main, avec le pied, etc. Et ça, c'est une chanson, mais je crois que c'est très sud-ouest, hein, qu'on chantait, moi que je chantais beaucoup à l'école et tout, qui est très répétitive et qui est vachement bien, pareil, en tant qu'ancienne instit, elle est super bien pour faire apprendre les parties du corps au tout petit, tu vois, tu montes la main, tu montes le pied et tout. Ouais. Et en fait, donc celle-ci, c'est aussi une histoire de révolte, donc là, c'est plutôt 1643, dans le Midi, en effet, donc c'est un peu une chanson du Sud, donc tout le monde la connaît peut-être, elle est peut-être moins diffusée dans le reste de la France.
On a une révolte des croquants, qui sont aussi des paysans, et leur leader, c'est Jean Petit, qui se fait arrêter et condamné au supplice de la roue. Donc le supplice de la roue, alors il y a plusieurs dispositifs, mais en gros, on t'attache sur une roue et on la fait tourner, ou alors elle peut être statique, enfin bref, peu importe, et on te brise les membres en même temps que tu tournes, etc. On tape dessus. Il y en a qui tournent pas, enfin bref, peu importe, t'es attaché sur une roue en tout cas, et on te tape dessus et on te pète les trucs un à un, et on va de ce qui est le moins vital au plus vital pour que tu restes en vie le plus longtemps. Et du coup, en gros, bah, Jean Petit qui danse, c'est Jean Petit qui tourne sur sa roue, et Mmh. main, on lui pète la main, on lui pète le pied, etc. En fait, c'est hyper gore. En plus, il y a des versions qui disent où la chanson c'est Jean Petit qui danse pour le roi de France. Donc, tu vois, c'est le supplice devant le souverain et tout. Bref, donc pareil, moi, cette chanson, je l'adorais gamine, on la chantait tout le temps et ça faisait péter un câble à mes parents parce qu'elle reste énormément en tête. Et en fait, bah pareil, ça aurait un fond assez glauque. Donc, ouais, il est en train de se faire tabasser et tout le monde chante autour, quoi. Ouais, c'est ça. Bon appétit, Jean Petit. D'où l'expression être roué de coups. Ouais, du coup. Ouais. Alors, il y a Lustucru qui est passé en attendant, mais on ne sait plus. Qu'est-ce qu'il a fait il l'a pas violé quand même, le père Lustucru. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quelqu'un d'autre qui l'a raconté quand j'y étais, du coup. Lustucru. Alors, en attendant, moi, j'ai Nous n'irons plus au bois. Ouais. Et c'est une chanson créée par Madame de Pompadour pour les enfants d'un village. Et il est apparemment question de danser et de sauter. Sauf que la chanson fait en réalité référence à l'interdiction des maisons de prostitution sous le règne de Louis XIV. D'ailleurs, donc nous n'irons plus au bois, voilà. Ouais. D'ailleurs, au-dessus de la porte de ces maisons, il y avait une branche de laurier, d'où le début de la chanson. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Ok. Nanana. Ah, c'est fou. Alors, Lustucru, la mère Michel. Bon, là, je suis vraiment sur des sons, les bas-fonds d'Internet. Je sais pas si ces infos sont valables. Non, merde. J'essaie de retrouver Ah, le chat, c'est sa virginité. C'est pas un chat, c'est sa virginité, apparemment. Oui, donc Moi, il a dû la forcer. Il y a une sombre histoire. Une sombre histoire derrière la mère Michel qui a perdu son chat. j'avais entendu des trucs C'est du plus viol, ah oui, d'accord. Bah oui, donc c'est bien plus glauque. une vieille qui a envie de revibrer un peu et de retrouver sa jeunesse, et quelqu'un qui lui dit oui, ok, mais en fait, bon bref, c'est très hypothétique, donc je vais pas avancer des trucs que j'ai oubliés. On s'en fout un peu. On se renseignera pour la mère Michel, ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai en story. Nous ferons une petite recherche et nous vous raconterons la story. Tu as d'autres tortures, toi, de ton côté? Non, c'est les deux seuls que j'avais sous le coude dans la vidéo, et du coup, de mémoire, forcément, il en existe plein d'autres, mais j'en ai pas d'autres sous le coude. Tireli Pimpon, alors ça non, ça c'est Carlos, ça n'a rien à voir. Carlo, c'est le fils de Dolto. Vas-y Francky, c'est bon. Oui, voilà, elle est clairement très très explicite. Hein, je veux dire, on est quand même sur de l'explicite à fond. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. On a fait notre petite heure de petites chansons torture, essence cachée, ainsi que les origines du bronzage. C'est cool en tout cas comme sujet. Comment tu choisis tes sujets pour ta chaîne? C'est en mode, je lis ce truc et je fais, ah, c'est génial. J'écoute un truc à la radio et je me dis, putain, ça c'est un bon sujet. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions et je me dis, ah, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment de un peu partout et nulle part, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que tu n'as pas forcément une ligne éditoriale en disant ça va être que. Parce que nous, c'est ce qui nous a posé problème. C'est pour ça qu'on a changé le nom de la chaîne. Parlons peu, mais parlons, pouvoir parler d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, on s'était enfermé dans un thème et on s'est dit, mais en fait, on a envie de parler des critères de beauté, du corps de la femme, de la santé. Voilà. Et donc, on a élargi. Ouais, mais c'est mieux, hein. Bah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Au début, j'avais des types d'émissions précis. Dont j'ai abandonné certains, gardé d'autres, mais en fait, bien vite, j'ai fait non, mais vas-y, en fait, j'ai envie juste de parler de sujets d'histoire, point barre, et j'en suis sortie. Il y a juste pas d'intitulé. D'ailleurs, j'ai fait ça sans annoncer, je change quoi que ce soit, mais j'ai la chance que le nom de ma chaîne était juste général, donc, tu vois.
Et c'est bien, comme ça, voilà, vous parlez de ce que vous voulez maintenant, c'est très bien. Mm. C'est qui ton dieu grec préféré? Le plus Bah, moi, badass? j'ai fait ma thèse sur Athéna, donc mais j'avoue, j'ai même limite un peu saturé maintenant, mais c'est celle que je connais le plus par cœur, quoi, on va dire. Et en quoi elle est géniale? Elle est bien? C'est une femme bien? Bon, les dieux et les déesses, c'est toujours un peu à double tranchant. C'est autant à craindre qu'à vénérer, hein, parce Ouais, que parce qu'ils mangent des enfants quand même, hein, pour la plupart. bah ils sont terribles. Enfin, clairement, s'ils sont contre toi, tous les dieux seront horribles, hein, tu vois, n'importe lequel. Mais Athéna, elle a un côté un peu badass c'est une guerrière qui porte l'armure et qui fout la raclée à plein de gens sur le champ de guerre, genre à son frère Mars qui est Mars c'est en latin, Arès en grec, qui est le dieu de la guerre. Elle lui fout une raclée dans l'Iliade, tu vois, à la guerre de Troie, et il retourne déconfit rentrer chez lui, tu vois. Enfin, j'aime bien ce côté-là. Après, c'est une déesse très, voilà, c'est car elle, c'est virginité absolue, surtout pas de passion et tout, c'est que la raison, la guerre et tout, donc peut-être moins mon truc, mais elle a ce côté femme badass et c'est le bras droit de Zeus qui est le roi des dieux, donc c'est un peu la number one des déesses après la femme de Zeus, on va dire, tu vois. Donc ça, c'est plutôt stylé, ouais. Mais bon, voilà. Après, là, c'est défaut aussi. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, tu sais, il n'est pas question de bien ou de mal chez les dieux, c'est leurs règles et tout. Tu suis ou tu suis pas, tu manges leur colère ou pas. Ils sont tous terribles et super puissants en fait. C'est ça, en fait. Et quand ils sont en colère, ils sont extrêmes. C'est lequel qui a mangé ses enfants? C'est Chronos, Ouais, oui, c'est Chronos, Chronos, c'est ça. il mangeait ses enfants jusqu'à ce que Zeus se rebelle. Mais ça, en fait, il voulait pas être détrôné, sachant que lui-même, il avait détrôné son père Ouranos, qui fécondait en permanence sa mère. Enfin bref, donc c'est toujours un enchaînement de trucs comme ça. Et comme on lui avait dit, un de tes enfants te détrônera, bah, il bouffait tous ses enfants pour pas que ça Pas se arrive, faire jusqu'à ce détrôner. que Zeus y arrive quand même à le feinter. Mais à Zeus aussi, on lui a dit plusieurs fois, il y a un de tes enfants qui te détrônera. Et lui, il a toujours réussi à empêcher ses enfants de se rebeller, tu vois. Ouais. C'est quand même, en fait, c'est un peu Dallas, quoi. C'est dynastie, pouvoir, tromperie, je C'est couche ça. avec ma mère. Enfin, c'est Ah oui, vraiment, oui. c'est un Oui. feuilleton, c'est un soap. En fait, c'est un soap trash. Mm. Tu pourrais d'ailleurs en faire ouais, un soap à la manière de, tu vois, Ouais, je les pense feux qu'il de y en a. l'amour. Ouais. Mais c'est pas pour rien que ça nous tient autant à la mythologie et que c'est des histoires qui perdurent parce que c'est des histoires épiques, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de passion, enfin, c'est pas pour rien que avec plein de créatures fantastiques aussi. Et c'est pas pour rien que ça perdure autant. C'est fascinant comme récit. Mm. Mais en tout cas, allez voir sa chaîne parce que t'en racontes pas mal à chaque fois. Mm. Enfin, Bah, la dernière que j'ai faite en vidéo filmée, c'était sur Artemis, sur la déesse Artemis. Donc, welcome! hey! Si Artemis vivait de nos jours aussi, j'avais un concept comme ça, à une époque, on avait évoqué avec Maud, ça nous faisait marrer, quoi, tu vois. Ouais, Mais ouais. imaginez tout leur pouvoir, mais vraiment dans notre société à nous, quoi, tu vois, le truc. Il y a une série américaine qui a fait ça, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ah ouais? Mais où, en gros, ils se sont réincarnés aujourd'hui. Enfin, ils sont pas réincarnés, mais ils sont descendus sur Terre dans le monde d'aujourd'hui. Oh là là, je me souviens plus du nom, mais j'en ai parlé dans l'épisode sur Aphrodite. Bon, c'était il y a 4 ans maintenant, donc j'ai oublié. Super. Mais si vous regardez l'épisode sur Aphrodite, à la fin, je parle de cette série. Où les dieux, enfin, ça a été fait comme concept, ouais. Mm. À chaque fois qu'on veut faire un concept, on me dit, ça a été fait, tu sais, Non, je mais vais être cette. c'est une série américaine qu'on connaît pas trop, un peu planquée, à mon avis. Ouais. Oh, tout ça pour ressortir et me faire une Gad Elmaleh. Non, merci. Hein, non, Non, merci. Hein. non, mais il y a un milliard de façons de bien faire une idée, je pense, tu Ben, vois. évidemment. Non, mais là, on m'a recommandé une série parce que je suis en train d'écrire sur un truc sur le purgatoire, une fille qui arrive au purgatoire Ouais. et qui se fait juger, tu vois, le jugement dernier par rapport à ses actes elle répond à un questionnaire et tout. Et on me dit, ah, mais ça me fait penser à une série américaine en ce moment sur Netflix, The Good Place. Ah The oui. Good Place. Ah bah, du coup, j'ai regardé hier soir, j'ai dit, ah bah ouais, ça ressemble un peu, mais bon, moi, Non, mais ça, c'était pas tout à fait pareil quand même. Enfin, c'est toujours un ouais, peu rageant parce que c'est vrai que tout a été fait. Tous les concepts, c'est dingue. moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais enfin vraiment, il y a tellement de traitements différents
que tu Mm. peux. Enfin, je pense qu'une même idée. À partir du, enfin vraiment, c'est un truc qui peut arriver quand même plein de fois d'avoir la pensée au même genre de truc et il se trouve que, mais il y a tellement de façons de faire différentes où, bah maintenant que ta connaissance de ceci existe, tu peux t'en démarquer au contraire et Bien pas du sûr. dans le, voilà. C'est bien, c'est même mieux qu'on te l'ait dit. Je pense comme ça, tu vois le truc et tu fais, ok, bah je vais pas faire ça parce que sinon, de toute façon, ça va pas du tout te profiter évidemment. Bah non, Mais puisque tu arrives en deuxième. De toute façon, quand tu arrives en voilà. deuxième, c'est toujours le doute. Mm. Le doute est là. Mais c'est vrai que les Mais idées sont dans l'air et c'est de bah plus oui, en plus compliqué, ouais, quoi. Alors que, ça je c'est sais pas, on serait en 1930, on pourrait se dire, tiens, on va inventer YouTube, on va être les premières, Manon. ouais, puis même à l'époque, les histoires déjà écrites dans plein de livres publiés, tu vois. Enfin bref, c'est pas nouveau. Ouais. C'est sûr. Mm. Bon, en tout cas, c'était très agréable. Merci pour Ouais, tout carrément. ton savoir et tout ce que tu nous as enseigné. C'était pas. Est-ce que ça vous a plu? On vous a pas beaucoup. Enfin, si, on a. Enfin, j'ai chopé un commentaire de Petit Louveteau tout à l'heure qui après a dit c'est une blague, alors que moi je suis très premier degré. Hein. Moi, vous me dites c'est Jean-Marc Michel, le machin de L'Oréal. Moi, je le dis. Voilà. Il faut me faire un lol derrière pour que je comprenne que c'est une blague. Oui, on peut Est-ce que pas à l'écrit, ouais. on peut pas, ouais, voilà. Est-ce que ça vous a plu? Quelle note on donne à Manon? C'est le truc horrible. Alors, un invité presque parfait, ce genre de truc. Par rapport à celui d'hier, vous en pensez quoi? Ah bah par rapport à celui d'hier, t'étais beaucoup mieux, je vais te dire, parce qu'il y en avait pas. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais balancer quelqu'un. Ok, bah trop cool. T'étais 100 fois mieux que celui d'hier, vraiment Ça sent du mieux, 100%. forcément. Forcément. Déjà, Ouais, j'étais là. Donc, déjà, voilà, tu étais là, tu as parlé, tu avais des mots, tu as fait des phrases. Et du coup, mis bout à bout, bah, ça a fait un texte passionnant. Et non, non, ils sont super contents. Ça me fait plaisir parce que j'ai instauré ça sans savoir, parce que moi, j'adore transmettre et j'ai toujours adoré l'école. Je suis très team Hermione et j'adore apprendre. Et je me dis, est-ce que les gens sont comme moi, tu vois, d'aimer de passer de la philo à l'histoire, de l'histoire à la biologie, de la bio, enfin, tu vois. Et en fait, ouais. Enfin, tu vois, ils sont ouais, 150 à suivre et puis après en replay, ils sont nombreux, donc c'est cool. trop bien. Trop cool. Je te souhaite une bonne soirée et un bon live avec le bon Patrick Beau. Tout à fait. On va jouer avec Patrick Beau, SML, Yacine Bellous, Valentin Vincent et Julien Josselin sur la chaîne Twitch de Patrick. On va jouer à Use Your Words. Voilà, avec plaisir si vous avez envie de venir à 20h, je crois. Non, pas longtemps. Trop bien, la chaîne Twitch de Patrick Beau. Ok. Mm. Et c'est quoi le concept? Le concept, tu sais, c'est un truc où tu complètes ça peut être des bouts de phrases ou des photos et tu dois trouver une légende et on soumet tous notre proposition en cachet et on vote pour la proposition la plus drôle, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Cards Against Humanity, mais dedans c'est pas toi qui écris. Là, c'est nous qui écrivons les réponses à trous, les trucs comme ça et on Trop vote bien. pour le plus drôle. Voilà. Sachant que on a une équipe, franchement, moi je vais être ridicule à côté parce qu'ils sont tous auteur, comédien, machin. Je pense que je vais me marrer. Au moins, moi, je vais me marrer. Et voilà. C'est un peu comme Blanc Manger Coco, du coup. Oui, voilà. Sauf que dans Blanc Manger Coco, toi, t'as tes cartes toutes faites. Et là, c'est Ouais. nous qui allons compléter les trous. Mais ouais, c'est ça. Mm. Trop bien. Et bah écoute, tu l'embrasses bien de ma part. J'aime beaucoup cette personne. Il fait un festival incroyable Ouais, tous les ans à Avignon qui s'appelle le Frames Festival. Je vous invite tous à y aller. J'espère qu'il aura lieu cette année. aucune idée. On va pas s'avancer pour eux, j'en ai aucune idée. Mais ouais. Non, mais ça serait bien parce que c'est vraiment de qualité. Il y a des super créateurs chaque année. Donc, on aime. On aime, on aime. Bon, bah écoute, bonne soirée à toi. Et merci, Merci merci beaucoup beaucoup. Et pour si tu as l'invite. besoin de moi pour ce que tu veux, des voix, n'importe quoi, je suis là. Et bravo à ta dessinatrice, je sais pas où elle est, qui fait Oui, vraiment allez. un super taf. J'adore, je me faisais la réflexion, je trouve ça vraiment très chou. En fait, ces petits bonhommes sont très expressifs et très chou à la fois. Ouais, elle est trop forte. Elle est trop Ouais, forte. Mm. c'est trop bien de Carrément. faire ça. Bisous à tout le monde et à demain avec Donald de Renew, qui est la voix de Spider-Man et de Titeuf pour parler du doublage et des anecdotes de doublage. Voilà, je trouve ça trop chouette. C'est un super. C'est le métier de comédien, mais c'est un autre pendant du métier. Et donc, on va vous en raconter des vertes et des pas mûres.
Salut! Trop cool. Salut! Ciao.